Bienvenue, c'est le petit déjeuner de l'actu. Alexis Poulain, Laurent Mauduit peuvent répondre bien sûr à vos questions au 0826 300 300 sur des sujets qui vous intéressent. Oui, alors dans un instant, on va voir l'affaire Jean-Paul Delevoye, parce que c'est véritablement devenu une affaire et c'est probablement un gros boulet pour le gouvernement là aujourd'hui, alors que c'était lui qui était en charge de mener cette réforme des retraites jusqu'à présent, en tout cas sur les discussions, sur les réflexions, etc. Et puis alors il y a eu, on va en parler avant avec vous, notamment Alexis Poulain, cette histoire de Jean-Luc Mélenchon et de l'antisémitisme. Alors, on reprécise un peu les choses peut-être pour les auditeurs qui n'ont pas tout suivi. Alors, parce que en plus c'est un peu complexe. C'est complexe. En fait, Jean-Luc Mélenchon fait des notes de blog toutes les semaines où il commente l'actualité et il commente la défaite historique du Labour sous Jeremy Corbyn, qui s'est pris quand même une belle défaite. Une belle veste, ouais voilà. Dérouillé, on peut dire. Et il explique quand même par le fait qu'il y a eu une campagne de dénigrement sur le fait que Jeremy Corbyn avait des accointances antisémites. Et voilà pourquoi ce monsieur a perdu. Et puis, il fait un grand bond, il traverse le Channel, comme ça, comme l'Eurostar, et il revient en France en disant, pas de ça en France, moi, si jamais le CRIF me demande de changer quoi que ce soit, je ne changerai rien, parce que ce procès-là qu'on fait à la gauche d'antisémitisme, il est faux. Alors, il n'est pas faux, malheureusement. Il y a eu effectivement au Labour l'arrivée de militants qui, par la cause palestinienne, ont aussi fait rentrer pas mal d'antisémitisme. Et Corbyn a été assez lax par rapport à ça. Plus lui, qui a une grande carrière politique, qui a aussi eu, en bon militant des droits de l'homme, a milité pour la cause palestinienne. Et là aussi, on fait parfois des amis qui n'en sont pas forcément des amis fréquentables. Et le problème ici en France, pour revenir en France, c'est que Jean-Luc Mélenchon attaque directement le CRIF en parlant d'oukase et en disant on ne fera pas ça, et c'est quelque chose effectivement qui est difficile à entendre. On se rappelle le CRIF, aujourd'hui il est présidé par Francis Khalifa, qui est dans les instances juives depuis des années. Francis Khalifa qui vient du Bétar, qui était quand même ici le Bétar, alors historiquement a été un mouvement de jeunesse militant dans les années 20 et puis après qui a permis aussi l'émancipation, la création de l'État d'Israël et beaucoup de choses, a été récupéré quand même par la droite conservatrice, voire l'extrême droite. Voilà, exactement. Le Bétar qui quand même décerne le prix Goebbels chaque année, qu'il a décerné à un journaliste d'ailleurs de Radio France qui avait couvert le conflit franco-israélo-palestinien, et ça n'allait pas dans le bon sens. Donc, avec la Ligue de défense juive aussi, qui utilise des méthodes taxées de fascistes. Donc, on est dans la confusion, comme toujours. Il faut que tout le monde redescende d'un cran. Je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon puisse être taxé d'antisémitisme, certainement pas. Il est humaniste, il est antiraciste. Sa sortie, par contre, elle est effectivement... elle le dessert, parce qu'en disant, regardez, Corbyn a été tué parce qu'on l'a accusé de ça, et lui, en fait, donne de quoi le battre en mettant ça sur la table. Évidemment... c'est plus complexe que c'est de l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'on a... c'est très très maladroit quand même. Mais c'est extrêmement maladroit. C'est-à-dire que pour dire que voilà ce qui a fait perdre Corbyn, en fait, il le crée lui-même. Alors qu'il pouvait éviter de rentrer là-dedans. Il y a aussi le fait que Corbyn a fait une très mauvaise campagne. Le fait qu'il a pas su gérer, que le parti était divisé. Enfin, le Labour, c'est l'équivalent du PS, où tout le monde sort les couteaux pour savoir qui va récupérer l'après. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Et puis la situation française aussi est complexe. Il y a cette confusion qui fait que très vite on est dans des débats d'invective et certainement pas des débats de complexité. Par exemple, cette loi qui est passée au Parlement sur l'anti-sionisme, voilà, où on n'a plus le droit de critiquer en fait d'une certaine façon le sionisme, qui est la politique d'expansion de l'État d'Israël pour revenir dans les frontières historiques. Or, il y a des problèmes dans les colonies. Il y a un problème de politique. Mais ça, c'est de la politique israélienne. Et ça, on n'a pas. Et ça, c'est pas du racisme ni quoi que ce soit. Non, bien sûr. Mais malheureusement, on voudrait amalgamer tout ça en disant voilà, c'est un bloc et on ne peut pas critiquer une façon de faire politique. Il y a quelque chose quand même d'inquiétant. C'était David Graeber, qui est un grand intellectuel américain qui vit en Grande-Bretagne, qui lui s'insurge en fait du procès en antisémitisme qui avait été fait à Corbyn en disant, vous savez, quand on utilise ce procès en antisémitisme, moi ça me fait peur en tant que juif, parce qu'après tout le monde se regarde bizarrement et il y a un climat vraiment anxiogène et extrêmement
extrêmement dangereux. Et il y a et aujourd'hui en France, on voit bien que oui, les grandes voix juives intellectuelles sont plutôt de droite, voire d'extrême droite. Ou de moins support la politique aujourd'hui de Benjamin Netanyahou, expansionniste et autres. Et où sont passées les grandes voix juives de gauche? Voilà, ça c'est une question aussi. Et on n'a pas après à débattre de politique régionale d'un pays ou un autre. Laurent Mauduit. Pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient rentrer dans ce débat qui est assez complexe, je recommande un article formidable de notre confrère Claude Askolovitch sur Slate. C'est un article qui montre la complexité parce que lui-même dans un premier temps était assez flou aussi, Claude Askolovitch. Non, mais là son papier est vraiment très talentueux. Mais le tweet était, le tweet en fait il mêlait tout. Donc moi je ne le recommanderais pas à cause de ça. Parce qu'il montre bien le pire et le meilleur. De Mélenchon. C'est un débat compliqué parce que on a le droit de critiquer le CRIF. Le CRIF est très proche, la direction, Alexis vient de le rappeler, de Netanyahou, qui mène avec la main tendue à l'extrême droite israélienne une politique d'agression contre les Palestiniens. Et donc tout ça dans une confusion en France, telle confusion que Emmanuel Macron a parrainé cette loi qu'Alexis a rappelée, portée par Meir Habib, également qui est une faute politique majeure et une faute historique d'assimiler l'antisémitisme à l'antisionisme. Donc c'est vrai qu'il faut parler de cela avec discernement et donner les nuances, ce que ne fait pas Mélenchon, parce en fait, c'est quoi sa faute? C'est qu'il met sur un pied d'égalité la détestation qu'il a de Trump, de ce monde avec des tyrans, des fous qui nous dirigent, et le CRIF. Le CRIF, on peut l'accabler, mais c'est vrai que ce manque de nuances a permis à certains, à mauvais titre, me semble-t-il, de faire un procès en antisémitisme de Mélenchon, qui est surréaliste. Et une partie de la droite, pas seulement l'extrême droite, mais de la droite, enchaîne sur ce procès qui est un faux procès. Oui, mais qui est un faux procès, mais il a donné des armes pour se faire battre aussi un petit peu, Jean-Luc Mélenchon. Ce qu'il fait depuis régulièrement, depuis quelques années, là. Oui, mais c'est pas de façon générale. Souvent, ils partent sur parfois des positions de principe qui sont assez intéressantes, et parfois, pardon de la vulgarité du propos, il part en sucette, quoi. Parfois, c'est comme un lapin fou avec des yeux pris dans les phares d'une voiture, il ne se contrôle plus. Et puis, c'est aussi ce problème de la confusion, de l'air généralisé de la confusion et de l'absence de complexité. C'est-à-dire que tout est noir et blanc aujourd'hui. Vous êtes avec nous ou contre nous. On ne peut pas dire je suis avec vous, mais là je trouve que vous avez fait des bêtises. Ou je ne suis pas d'accord sur tout ce que vous faites. Maintenant, il faut accepter en bloc. Ça, c'est depuis Bush. C'est la guerre contre le terrorisme. Donc on n'a plus le choix. Donc si vous êtes avec moi, vous acceptez la torture, vous acceptez les bombardements de masse, etc. Non, on peut être plus complexe que ça. Mais je trouve que le vrai procès qu'on pourrait faire à Mélenchon n'est pas celui-là. Je veux dire, tout le monde sait qu'il n'est pas antisémite. Bien sûr. Il faut le rappeler. Le vrai débat que j'ai... qui me semble nécessaire d'avoir avec lui, c'est sur la question démocratique. C'est à travers le regard qu'il a sur Poutine, le regard qu'il a sur certains régimes autoritaires en Amérique latine, sur la question des institutions de la Ve République, sur sa conception de la Sixième République. Quand je vois une manifestation de 3 heures pour la Sixième République qui se termine par le discours d'un seul homme pendant 3 heures, je ne sais pas exactement la conception que j'ai d'une Sixième République. Voilà, je trouve que ce sont des débats peut-être plus intéressants. Oui. Bon, autre débat qui agite l'actualité, on va l'évoquer là et puis on en reparlera juste après aussi, le rendez-vous d'info de 9h, c'est Jean-Paul Delevoye. Donc vous l'avez dit et même appris ce matin, c'est-à-dire qu'il y a même un 13e mandat, c'est ça 14e. On est à combien là avec la France Afrique. Il y a maintenant donc sa 2e déclaration qu'il a communiquée au journal Le Monde samedi, est visiblement encore incomplète puisqu'on découvre qu'il est membre du conseil de la fondation Brazzaville, créée à Londres par un proche de l'autocrate, comme on l'appelait, congolais Sassou Nguesso. On ne sait pas si c'est un poste rémunéré ou non rémunéré, mais en général, ce qui se passe au Congo avec Sassou Nguesso est assez souvent rémunéré, donc on n'a pas encore enquêté. Parce que c'est vrai que sur les autres mandats, il y en a qui sont rémunérés, mais la plupart ne le sont pas. Oui, non mais d'accord. Il y a un poste, en tout cas, qui a été rémunéré pendant 3 mois alors qu'il était ministre, par Alax, avec une grosse rémunération
rémunération, le double de ce qu'il a déclaré. Et ça, c'est pas seulement un problème pénal de non-respect de la loi, c'est le viol de la Constitution. De la Constitution qui interdit à tout membre d'un gouvernement d'avoir une rémunération activité publique ou privée. Et donc ça c'est absolument grave. C'est sa carte aussi de transport SNCF gratuite, tout transport gratuit, alors qu'il parle des privilégiés, vous voyez où ils sont. Je pense que chaque siège, même s'il est bénévole, en fait, lui ouvre il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un vrai problème, c'est je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi est-ce que la haute autorité, pourquoi est-ce que Jean-Louis Nadal n'a pas, dès qu'il a eu sa déclaration, fait jouer l'article 40 du Code de procédure pénale, il n'a pas saisi le parquet. Ça, c'est assez étonnant. Il y a un mystère, parce qu'on dit, la haute autorité va se prononcer mercredi, mais elle aurait dû se prononcer depuis longtemps. Et pourtant, il se voulait exemplaire, Jean-Paul Delevoye. Écoutez. Je le dis sans aucune arrière-pensée. Mon angoisse, c'est de voir aujourd'hui la remise en cause de la confiance dans la décision publique parce qu'il y a un manque d'éthique et un non-respect à l'éthique. Mais c'est vrai aujourd'hui sur l'ensemble d'un certain nombre de comportements qui se doivent d'être exemplaires. L'exemplarité est aujourd'hui un élément de construction de la confiance. La transparence est aujourd'hui aussi quelque chose de tout à fait déterminant. Je peux ajouter un mot. Alors ça, c'était lors de la Constitution, justement, de la transparence, de la Commission. J'ai dit aussi que le gouvernement forcément savait, compte tenu des informations qu'il a quand quelqu'un devient ministre. Moi, ce qui me semble stupéfiant, c'est qu'en fait, ce n'est pas le seul cas. Il y a une tolérance à ce système de conflit d'intérêts ou de consommation de la prise d'égalité. Regardez l'affaire Collère, regardez le président de l'Assemblée nationale. Il y a une sorte de... Allez, on en parle dans un instant et vous pouvez réagir sur ce sujet. 0826 300 300 qu'est-ce que j'ai dit? 0826 300 300. Vous l'avez bien dit. Vous êtes sur Sud Radio. Vous êtes sur Sud Radio, absolument. Vous avez trop de mandats, Patrick. Arrêtez. Ça commence à vous embrouiller. Restez avec 8h58. 5h10. Il est 9h04 et c'est la suite de notre petit déjeuner de l'actu et vos appels au 0826 300 300 si vous voulez échanger avec Alexis Poulain et avec Laurent Mauduit. Oui, absolument. Et sur cette affaire Delevoye, on le disait avec Laurent Mauduit et Alexis Poulain tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a ce cumul et des rémunérations qui étaient là et cela même alors qu'il était ministre. Ça s'est poursuivi, sa rémunération pour un poste dans le milieu des assurances, président de Pralax. En fait, c'est ça, c'est dans le milieu des assurances. Et là, c'est en tout cas, il a violé la Constitution. L'article 23. L'article 23. Il y a Gaëtan qui est au 0826 300 300 et qui veut réagir, qui est avec nous. Et il a bien raison. Bonjour Gaëtan. Bonjour, je suis ravi de votre antenne. Alors moi, c'est plus pour l'âge pivot, apparemment, c'était l'âge pivot. L'âge pivot. Alors c'est vrai, ça va être... 64. Ce sera notre sujet, vous avez raison. Ce sera notre sujet dans 10 minutes maintenant. Écoutez, on va... réagissez tout d'abord sur Jean-Paul Delevoye et puis on va dire un mot de Jean. Il est dans la lignée de M. Benalla et puis tous les copains de M. Macron. Oui. Ils sont tous protégés, on fait n'importe quoi, mais on reste au pouvoir, surtout. Et de toute façon, si des gens comme ça tombent, c'est tout le gouvernement qui tombe. On peut pas. M. Macron, il est entouré tout le gouvernement n'est pas non plus ne cumule pas les choses comme ça. Mais beaucoup de conflits d'intérêts quand même, plus que la normale. Exactement. Et pour vous, Gaëtan, il doit partir? C'est une évidence. Mais il peut pas, ou s'il part, ça sera infusible. Il a fait le boulot, il va pouvoir partir. Mais l'âge pivot, j'ai vraiment besoin. L'âge pivot, on va vous rappeler, Gaëtan, dans quelques minutes. Il y a d'autres auditeurs aussi qui veulent réagir. L'âge pivot, les retraites, êtes-vous prêt à travailler jusqu'à 64 ans? C'est la question que l'on pose sur les réseaux sociaux, en fait, aujourd'hui et sur Sud Radio. On en parlera dans 10 minutes maintenant avec vous, Gaëtan, et beaucoup d'autres. On continue quand même sur Jean-Paul Delevoye. Donc, il n'y a pas le choix. Donc, mercredi, il y a une réunion qui est prévue. La haute autorité pour la transparence de la vie publique doit se prononcer. Donc elle ne l'a pas fait, elle va le faire. Mercredi, on devine par avance ce qu'elle sera. Elle sera obligée de transmettre, me semble-t-il, au parquet. On ne peut pas violer la Constitution sans que la justice ne soit saisie. Mais moi, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une chose qui me frappe beaucoup, c'est la mansuétude d'Emmanuel Macron. Et dans l'édito que j'ai fait tout à l'heure, je prononce le terme d'oligarchie. Je pense qu'il y a un sentiment d'entre-soi, pour certains de ceux qui nous dirigent,
ils considèrent ça normal, ils ne considèrent pas choquant, ils se pensent au-dessus de la loi commune. Hein, et si vous additionnez les gens qui sont dans ce type de situation, Alexis Collère, il y a une enquête préliminaire qui a été close, mais elle va rebondir. Secrétaire général de l'Élysée. De l'Élysée, avec un juge d'instruction indépendant, avec le président de l'Assemblée nationale qui est confronté quand même à mise en examen dans une affaire qui est grave. Oui. Ils restent tous en fonction. Alors, mise en examen, vous n'êtes pas non plus condamné, vous pouvez vous défendre. Certes, mais c'est la rupture avec ce qu'était la jurisprudence. Ce qui est le cas pour Ferrand comme Alexis Collère, quoi, en l'occurrence. Mais bon, on n'est pas mis en examen comme ça. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a quand même des indices graves et concordants. Donc, voilà, après la justice met le temps de la justice, mais c'est pas anodin d'être mis en examen. Oui, complètement. Et donc, je trouve que quelque part, ça dit quelque chose de la Macronie, du système Macron. Alors que Emmanuel Macron voulait mettre fin à ça. Il disait que c'était les pratiques de l'ancien monde et que le nouveau monde, c'était autre chose. Mais bien sûr, une partie de sa campagne s'est menée, avec d'ailleurs l'appui de François Bayrou, sur la rénovation de la vie politique, sur la moralisation de la vie publique. Alors, souvenez-vous quand même, on a vécu pendant 15 ans en France avec cette jurisprudence que j'évoquais à l'instant, Bérégovoy-Balladur, un ministre mis en examen se déporte pour avoir le temps de se défendre et ne pas obérer une partie de son activité en s'occupant de ses propres affaires. Oui. Et donc, cette jurisprudence a été balayée par Macron, mais aussi en partie un petit peu avant lui. Et donc, du coup, je trouve que ça dit beaucoup de cette culture très faiblement démocratique en France, où, par ailleurs, le parquet n'est pas indépendant. Hein, il faut le rappeler en permanence. Hein, il est sous l'autorité hiérarchique de la chancellerie, donc de l'Élysée. Donc, on vit en plus dans ce soupçon permanent que la justice peut être instrumentalisée. Et donc, du coup, il y a une suspicion chez les citoyens, mais qui est légitime. La suspicion, elle naît de quoi ? C'est qu'on n'a rien fait pour faire en sorte que la justice avance de manière sereine et indépendante. Et moi, je pourrais vous chroniquer 15 enquêtes que j'ai faites où il y a un soupçon d'intervention du parquet. Alexis Poulain. Oui, d'ailleurs, c'est pour revenir au cas Mélenchon, lui dénonçait le lawfare, cette instrumentalisation de la justice pour descendre les opposants politiques. On a vu son procès d'ailleurs pour rébellion. Enfin, que l'argent public serve à faire ce genre de procès, à un moment, il faut arrêter. Quoi. Le paradoxe, Alexis, si je peux me permettre, c'est que Mélenchon ne s'est jamais prononcé pour l'indépendance du parquet. Ce n'était pas consigné dans son projet politique. C'est pas dans le programme sur la justice. Faut le voir. Mais après, il y a une vérité sur ce que vous disiez, sur le problème de justice non indépendante. Et puis, quand même, Macron qui arrive avec cette idée du nouveau monde, de la République irréprochable, il a perdu pas mal de sympathisants En Marche ou même de militants qui ont quitté le parti quand ils ont vu que, le parti n'était pas démocratique ou horizontal comme c'était promis, et deux, ils voient une pratique qui est digne de pire que ce qu'on a connu dans l'ancien monde. Donc là, il y a un vrai problème par rapport à ce qui a été vendu. Alors, évidemment, d'un point de vue politique, c'est compliqué, alors que c'est en plein conflit et en pleine impasse là, sur la réforme des retraites, de désavouer aussi son ministre qui a amené la réflexion. Quoi. Qui a par ailleurs, on le rappelle, et là ce n'est pas un délit pénal, qui a par ailleurs, 4 ou 5 retraites. Alors, il a dit qu'il ne cumulait pas avec ses fonctions de ministre, il les a suspendues. Non, il y a l'une des retraites qu'il a suspendues, qui est sa retraite de député, mais les autres, il les a. Les autres, bien sûr. Moi, j'étais persuadé qu'il les avait quand même suspendues. Il y a l'une des retraites, pour une raison d'incompatibilité, qu'il a suspendues, mais les autres, il les a. Ce qui est légal. Mais c'est vrai que pour l'homme de la rue, qui a bien compris qu'il allait être mis à l'amende à cause de cette réforme, de voir que ceux d'en haut s'exonèrent des efforts qu'on demande à ceux d'en bas, ça renforce l'indignation. Il arrive à toucher combien par mois là il doit être parce que entre écoutez, cumulé entre ce qu'il touchait donc pour ce fameux mandat là qui est bon, alors il va rembourser 5 000, etc. C'était 5 000, c'est ça. Bon, a priori, parce que on en apprend tous les jours. Donc 5 000 plus le traitement donc en tant que ministre qui était de l'ordre de ministre, c'est de l'ordre de 10 000 euros. De l'ordre de 10 000 à peu près. Alors et s'il cumule aussi d'autres retraites, je sais pas le chiffre. Il arrive à plus de 20 000. Quoi. Après, on fait ce procès des privilégiés qui font grève pour défendre leurs privilèges. Il ne faut pas se tromper, les privilégiés, ils ne sont pas en train de faire grève.
Ouais. Bon, oh, donc alors le gouvernement Édouard Philippe va devoir évidemment se passer de Jean-Paul Delevoye. Oui, mais c'est toujours la chronique d'une histoire connue à l'avance, c'est que le mal aura été fait, le mal démocratique aura été fait. Et ce que je trouve très grave dans ces histoires, c'est que quand Emmanuel Macron a été élu, on aurait pu se dire qu'au moins, peut-être aurait-il pu être un barrage au Front National. Oui. Or, en fait, c'est devenu une passerelle. Oui, Ceci va alimenter une colère qui peut prendre des allures populistes tellement ce gouvernement prête le flanc. Oui. Merci à tous les deux. Donc, Alexis Poulain, Laurent Mauduit. On suivra ça d'ici mercredi avec la réunion qui est prévue mercredi et puis peut-être une autre décision. Je pense que Édouard Philippe lui-même n'a pas envie de trancher. 2 jours, c'est compliqué. Il doit attendre. Oui, absolument. Ouais. Merci. Allez, dans 5 minutes maintenant, est-ce que vous êtes prêt à travailler jusqu'à 64 ans Âge pivot, âge d'équilibre, c'est la question que nous posons au 0826 300 300. Vous êtes majoritaire largement à répondre non. Mais il y a beaucoup de... Non, mais il y a au-delà, pas évidemment, mal de messages, oui. Il y a beaucoup de réflexions particulièrement intéressantes qu'on va voir avec nos deux invités dans un instant. Luc Faré, secrétaire national de l'UNSA, et Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée du Tarn et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, qui sera avec nous pour répondre à ces questions. Et d'ici là, on va jouer et puis en même temps, on fera un petit point sur les audiences télé.